Merci pour l'organisation de cet espace qui est si utile et si nécessaire, qui nous réunit et qui nous permet d'échanger en ces temps parfois incertains, parfois qu'on qualifie de crise, mais qui exige de nous, au sein de l'université, je dirais, une consistance en termes de réflexion et en termes de remise en question continue. Et donc, merci aux organisateurs pour m'avoir demandé de prendre la parole. Et mon propos va continuer d'une certaine façon ce que Fatoumata vient de décliner. Le titre qui a été énoncé, en fait, c'est pas le soleil démocratique au Mali, mais plutôt le soleil démocratique au village. Donc, je suis allé sur élite, légitimité et rente. Et c'est là pour diverses raisons. Soleil démocratique au village, en référence au titre du texte célèbre d'Amadou Kourouma, certainement. Mais surtout, soleil démocratique, puisque ces soleils-là succèdent à d'autres formes d'autres soleils. Et par soleil, il faut entendre le terme bambara tlé, ce qui signifie l'air, donc le temps de. C'est dans ce sens-là que mon propos, en fait, je fais référence au terme soleil. Et ma réflexion, donc, n'est pas une réflexion, je dirais, frontale sur la question de la démocratie, mais c'est plutôt une invitation à penser les formes de pratique politique, donc les modes de gouverner, les modes de gérer les hommes et les ressources que nos sociétés connaissent. Et la raison aussi de vouloir déplacer le débat d'une certaine façon, aller et mettre le focus sur le village, c'est d'abord faire voir aussi d'un côté la diversité dont on parlait ce matin, la diversité de nos sociétés et la diversité des pratiques politiques qui sont au sein de ces sociétés-là. Donc, après ces propos préliminaires, je voudrais aussi souligner le fait que ce que je propose comme réflexion sincère dans un ensemble de travaux déjà connus, dont certains sont de Brima Kassibo, par exemple, de Claude Faye, de Salmana Sissé, de Moussa Djiré, entre autres, des pionniers qui ont pensé, réfléchi, accompagné la démocratisation et la décentralisation d'une certaine façon. Et je pense aussi que ces deux notions, nous devons les tenir, en fait, plutôt tenir l'œil sur ces deux aspects-là, surtout lorsqu'on se propose de réfléchir un peu de façon latérale. Et donc, pourquoi mettre le point sur ces formes de pratique du politique qui sont ancrées dans nos sociétés? D'abord parce que nos sociétés sont dotées des manières de faire, des manières de gouverner et sont dotées de formes diverses de légitimité. Donc, légitimités qui sont souvent issues de diverses formes de diverses sources historiques. Par exemple, vous avez dans une large partie des sociétés maliennes une première forme de légitimité qui s'enracine dans les fondations des villages, par exemple. Beaucoup de pouvoirs puisent leur légitimité du fait de l'action de fonder un espace, d'y asseoir un groupe humain et à partir de là, d'imaginer une manière de gouverner. Et cette façon de gouverner a souvent su s'étendre donc de la sphère du lignage à atteindre le village et parfois jusqu'à aller à ce qui peut être considéré comme des terroirs villageois, qui sont parfois des ensembles de villages qui se réunissent autour souvent ou qui réclament une ascendance commune, mais à partir de laquelle aussi il y a une histoire politique et sociale, souvent linguistique et économique partagée. Ces différents ensembles ont en leur sein des formes d'inégalité qui sont inhérentes à ces sociétés-là. Ces inégalités peuvent s'appliquer, par exemple, à ce qu'on peut appeler les cadets sociaux, qui peuvent être
des personnes qui sont arrivées après, puisque dans la plupart de nos contrées, les récits de fondation mettent l'accent sur l'occupation première beaucoup plus que la notion d'autochtonie qui met en avant le fait d'être du lieu. Mais là, dans beaucoup de récits de fondation, c'est plutôt le fait d'avoir occupé en première position. Et ensuite, donc, l'occupation première peut constituer une source de légitimité politique. Et les formes d'inégalité qui sont inhérentes à ces situations-là peuvent donc être du fait de l'arrivée d'une autre personne, un peu plus, donc d'un autre groupe humain, si on veut, qui arrive un peu plus tard et qui s'installe, mais qui n'a pas les mêmes attributs que les premiers, puisque les premiers, en arrivant, sont censés avoir occupé l'espace et établi un certain nombre de rapports avec les éléments naturels, mais aussi les éléments des entités non humaines qui peuvent être qualifiées de génies, de djinns ou d'ensemble d'autres formes d'autorité qui préexistaient et à partir desquelles la légitimité, donc dans ces cas-là, du contrôle de la terre et donc de la fondation du village tire ses origines. Si cette forme est diffuse, en quelque sorte, dans une large partie du Mali, elle n'est pas la seule. À cela s'ajoute aussi une autre source de légitimité politique qui, généralement, arrive avec les conquêtes. Et donc, dans ce cas, c'est un groupe humain aussi qui, par une action armée, peut occuper un espace déjà sur lequel il y a une légitimité établie et ensuite constituer sa propre légitimité à la fois dans une sorte d'interface dans le sens des pouvoirs, en fait, de sa propre capacité à s'imposer par la force, donc à l'usage de la violence d'une certaine façon, mais dans la plupart des cas, à la menace d'un recours à la violence. Donc, c'est-à-dire que la légitimité qui s'acquiert dans ce cas-là par l'action militaire et donc par la force, elle est à la fois produite par la force elle-même, mais aussi par la capacité de ne pas utiliser la force, mais de la garder comme une source en fait, de potentiellement recourir à la force. Ce qui permet en partie de soumettre les communautés ou les groupes humains déjà présents sur les lieux et ensuite de s'appuyer sur ces mêmes groupes humains pour étendre encore l'influence politique acquise par les armes. Donc dans ce cas-là, il y a souvent cohabitation d'une certaine façon. Donc là, on avait une première source de légitimité. Il y a une deuxième qui vient s'ajouter et les deux forment une sorte d'ensemble politico-religieux d'une certaine façon, puisque les politiques, dans la plupart des sociétés humaines, n'est pas à elle seule suffisante pour instaurer un ordre social et politique. La question de l'ordre, donc, dans ce cas-là, est important parce que c'est par la force que cet ordre, à partir du désordre, naît en quelque sorte. Donc, l'ordre se met en place et elle crée aussi une forme de gouvernement à distance d'une certaine façon. Gouvernement à distance puisque celui qui détient les pouvoirs, donc l'autorité politique dans ce cas, se donne la possibilité de ne pas intervenir dans toutes les affaires du village, par exemple, n'interviendra pas dans certaines affaires liées au ménage, voire au lignage, qui sont gérées en interne. Et donc, dans ce cas-là, le pouvoir politique n'agit que lorsqu'il y a une potentielle menace. Et cette possibilité donc, d'intervenir lui donne la possibilité, donc la latitude de pouvoir décider de quand reprendre la légitimité à des groupes donnés. Par exemple, cette reprise de la légitimité peut se manifester par le retrait du contrôle des terres, voire de la chefferie du village, par exemple, à un groupe donné et l'attribuer à un autre. Donc là, on voit aussi se manifester une sorte de forme d'arbitrage, en fait, de position d'arbitre dans laquelle l'autorité politique se positionne. Donc, ces deux formes de légitimité qui
ont existé dans nos sociétés et en particulier dans les sociétés rurales. Et la référence au village et au milieu rural ne doit pas nous pousser non plus à penser qu'il s'agit de sociétés fixes ou de contextes où la tradition aurait fixé les choses et que rien ne bouge depuis la nuit des temps. Ce n'est pas dans ce sens que mon propos va, et mon propos ne cherche pas non plus à mettre, à célébrer une certaine cohérence de ces systèmes. Mais ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que avant que ce qui est devenu l'État malien, qui est donc issu d'un processus historique spécifique, colonisation, indépendance, et ce matin on a évoqué aussi combien certaines de nos pratiques à la fois politiques et économiques et de l'administration du territoire sont enracinées dans l'histoire coloniale du pays. Donc cet élément-là que j'ai dit est central parce que cela nous permet donc de penser ordre d'un côté et équilibre socio-politique de l'autre. Donc, ordre d'un côté et comment on appelle ça? Ordre et équilibre socio-politique, puisque les groupes, donc dans ce cas-là, les groupes au sein des villages agissent également dans un rapport distancié d'une certaine façon. Donc, ils maintiennent une certaine confiance à l'autorité politique si cette autorité est capable d'intervenir et d'imposer et de s'imposer par la force. Et à chaque fois que l'autorité cède un morceau de son pouvoir, peut être saisi comme une source de faiblesse et donc potentiellement de mettre l'autorité elle-même en question. Donc ce qui fait qu'il y a une forme comment dire, une sorte de distance à la fois du pouvoir vis-à-vis des sociétés, mais aussi de la société elle-même, qui à la fois confère la légitimité, mais considère que cette légitimité peut s'éroder au moment où celui qui la détient n'est pas capable d'imposer un arbitrage juste, pas nécessairement toujours égalitaire, pensé en termes, dans les termes contemporains, comme on a souvent l'habitude de penser l'égalité, mais plutôt dans le cadre d'une structure où chacun peut exercer ses activités, peut accéder à un certain nombre de ressources selon ses compétences et ses attributs, qui sont souvent enracinés dans l'histoire sociale et politique de ces espaces. Ces traits spécifiques de l'autorité que je viens de citer ont souvent été possibles de reconduction. Reconduction dans le sens que le passage de nos sociétés sous l'administration coloniale et plus tard sous l'autorité, par exemple, du régime de Modibo Keïta et de Moussa Traoré, ont réussi à incarner parfois cette distance chez le colon, par exemple, de l'administrateur colonial vis-à-vis de la population, que l'autorité coloniale n'administrait pas toujours de façon directe, mais souvent de façon déléguée, via les chefs de canton, via un réseau de personnes autour d'elle. Donc, ce qui me permet aussi de revenir à ce que Fatoumata disait, cette notion de fanga qui garde la possibilité de détruire, mais qui ne détruit pas parce que sa propre légitimité dépend de cela. Mais je pense qu'il y a eu un virage amorcé en ce moment-là. Donc déjà au moment du passage au régime colonial, mais aussi au moment du passage à l'État moderne malien, si on veut comme ça. Et ce virage, en fait, c'est fait avec l'incorporation au sein donc, de l'administration et de la gouvernance politique moderne des légitimités issues des formes anciennes. Donc, parfois des personnes issues des chefferies de villages ou d'anciennes familles aristocratiques ont été insérées dans la gestion des affaires, aussi parce que dans certaines situations, dans certains contextes, et je pense en réfléchissant
et en ayant en arrière-plan les régions du centre du Mali, ces personnes issues de ces familles ont été insérées parce que ces familles, dans le temps, avaient développé un certain nombre de compétences qu'on peut qualifier de maîtrise. Donc, c'est-à-dire que l'exercice du pouvoir est aussi souvent lié à certaines maîtrises. Maîtrise, par exemple, des parcours pastoraux, maîtrise des activités sur le fleuve, maîtrise de la connaissance des liens avec la terre, qui ont permis à ces sociétés d'avoir une histoire en tout cas de se constituer pendant des siècles et d'avoir un répertoire commun. Et donc, en les incorporant dans le système de l'État moderne, ce que le virage, à mon avis, a fait aussi, c'est une sorte de faire virer le pouvoir sur la terre vers le papier et la parole. Donc vers le papier et la parole. Le papier de l'administrateur d'un côté, mais aussi la parole qui est en fait la parole qu'on utilise dans ce papier-là, que j'utilise également ici pour m'exprimer. En soi, exclusive, puisque l'accès à la légitimité et l'accès aux ressources dépend désormais de la capacité des uns et des autres à pouvoir manier donc le papier et ensuite la langue qui l'accompagne. C'est un peu dans ce sillage que j'inscris les terroirs villageois dans ces mutations qui le transforment en territoire politique où les groupes de villages que je qualifiais de terroirs historiques ou de confédérations réussissent à se mobiliser, à se constituer et à s'insérer dans la dynamique de la décentralisation, par exemple, à partir des années 90. Si on essaye de voir la constitution des communes dans certaines localités, souvent, il y a ce désir, ou en tout cas cette tentative de vouloir reproduire ces ensembles historiques en essayant de les constituer en ensemble politique. Alors, sauf que les ensembles historiques, comme on le disait, ont des légitimités, sont dominés par une logique politique spécifique. Et c'est là où la démocratie qui devait, donc je disais, j'associe décentralisation et démocratie comme deux processus, certes différents, mais quand même, en fait, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Donc, cette transformation des terroirs villageois conduit d'une part à une sorte d'ouverture, puisque le pouvoir devient libre, les partis sont créés, chacun peut militer, chacun a la possibilité de voter. Sauf que cela est sur le plan théorique. Sur le plan pratique, il y a des légitimités héritées du passé qui disposent des ressources, qui contrôlent donc l'accès à ces ressources-là et qui vont, dans ce sens-là, verrouiller le système. Et verrouiller le système, c'est que désormais, on va voir qu'au sein des légitimités traditionnelles, parfois le maire élu ou le représentant à l'Assemblée nationale est issu des mêmes familles, ou en tout cas issu des légitimités d'antan. Donc, il y a une sorte je ne sais pas s'il faut appeler ça intelligence, mais une capacité d'adaptation de nos sociétés qu'on voit comme rurales, comme arriérées. Et je mets entre parenthèses, souvent, on entend tant de fois la volonté de changer les mentalités des gens du village parce qu'il faut qu'on avance. En fait, je pense qu'on rate souvent le fait que ces sociétés-là sont parfois en avance, puisque elles ont réussi à s'adapter et donc dans ce moment-là de répartage ou de redistribution de l'autorité, de la légitimité et des ressources, elles réussissent effectivement à se constituer et parfois à se maintenir et en verrouillant le système donc, politique qui devait être ouvert en combinant accès aux ressources naturelles, par exemple les terres, les eaux pour la pêche et les pâturages, à un système de hiérarchie sociale inhérente à ces milieux. Donc c'est dans ce sens-là que je mets en avant l'idée de verrouillage que
en fait, il y a eu un usage de la démocratie qui devait être ouverture, mais qui a permis plutôt de mieux resserrer encore le système. Ce qui conduit, à mon avis, à diverses formes de mobilisation. Donc mobilisation, je reviens encore aux cadres sociaux, qui parfois ont réussi à s'insérer dans les interstices, donc les petits espaces qui restent. Certains ont réussi à s'y intégrer, alors que d'autres en fait, ont été complètement exclus, puisque le récit politique qui permet de clamer la légitimité, en fait, puisqu'ils sont marginaux, ils ne sont pas en possession de pouvoir mettre en avant un récit politique conquérant. Mais en plus de ça, parfois les questions des origines, entre guillemets, reviennent à la surface et empêchent toute possibilité de négociation, de changement de position, ou en tout cas de mouvement au sein de cette sphère, de cette arène politique du village. Donc, se faire reconnaître dans ce contexte, c'est d'abord la possibilité de contester. Donc, si je réussis à me faire reconnaître comme acteur politique, ça veut dire que je suis possesseur d'un récit historique qui me permet de mettre en cause les légitimités qui sont sur place, et donc de revendiquer ma part dans la gestion des affaires publiques. Et donc, c'est à mon avis, dans ce contexte qu'advient peu à peu cette transformation des ensembles socio-historiques en territoire politique, et les légitimités anciennes se sont donné les moyens donc de procéder à ces verrouillages vis-à-vis des cadets. Et le verrouillage, dans ce cas de l'arène démocratique du village, c'est aussi une manière d'ajouter une couche supplémentaire, dans certains cas, sur les inégalités déjà préexistantes. Donc, déjà, ces sociétés avaient des personnes qui n'accédaient pas à un certain nombre de ressources, mais désormais, l'accès à ces ressources devient de plus en plus conditionné, par exemple, à l'alignement sur un parti donné ou à un autre. Il y a certains contextes dans lesquels nous menons des études où le fait de ne pas voter pour un parti peut exclure la personne ou sa famille à l'accès à la terre de laquelle elle tire sa subsistance. Donc, en ce contexte-là, est-ce qu'on peut alors rapprocher, ou plutôt penser la démocratie comme un moment d'ouverture, ou plutôt un moment de renforcement des inégalités sociales et politiques qui sont inhérentes à nos sociétés. Et je pense que ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut tenir en considération, qu'il ne s'agit pas seulement du Mali, mais les sociétés en général contiennent des inégalités, et ces inégalités-là, souvent, dans nos cas, disposaient, en fait, les sociétés avaient prévu des amortisseurs d'une certaine façon, amortisseurs dans le sens de formes de redistribution qui permettaient, ou plutôt qui empêchaient la dislocation de la société elle-même. Donc, même si une personne n'a pas, ou un lignage n'a pas accès à la ressource de façon, comment on appelle ça, de la même manière que ceux qui détiennent la légitimité ont créé quand même un espace ou une marge dans laquelle cette personne pouvait jouir. Et ce sont ces espaces de jouissance marginale ou marginaux qui ont été plus ou moins verrouillés au fur et à mesure que les élections, les communes se constituaient. Ce système d'inégalité sociale et politique et économique a été aussi renforcé par d'autres mécanismes liés à l'administration de nos territoires. Et pensant à l'administration de nos territoires, je pense aussi au fait que il est récurrent que les représentants de l'administration publique, par exemple les juges, les gendarmes, les agents des eaux et forêts, soient constamment remis en question, puisque parfois, dans leur pratique quotidienne, donc dans les liens, dans les rapports qu'ils entretiennent avec les populations, ils ont aussi
parfois, ils se sont arrangés du côté de ceux qui ont le contrôle des ressources pour encore déposséder davantage les marginaux, ce qui en partie participe aussi à la montée d'une forme de colère, en tout cas d'une forme de mécontentement social qui conduit en partie, ou en tout cas qui peut nous aider aussi à comprendre les formes d'insurrection et de contre-insurrection que nous observons aujourd'hui, par exemple, dans certaines parties du Mali. Donc, je conclurai en disant que tout ceci nous permet, en fait, si on prend le village comme l'arène, comme l'espace, ça nous permet de penser, de faire un constat. Et ce constat, c'est le fait que dans plusieurs situations, le passage à une situation politique ouverte a beaucoup, en fait, au lieu de créer de la possibilité de continuer à partager le même espace et les mêmes ressources, a réduit les marges de possibilité de ceux qui étaient déjà à la marge. Donc il y a une forme de double dépossession. Et cette double dépossession se manifeste d'abord par accompagnant encore toujours l'avènement en quelque sorte, ou en tout cas l'expérimentation de la démocratie, l'ouverture par exemple, la démocratie libérale, on l'a souligné, c'est important, l'ouverture par exemple de nos terres au marché d'investissement internationaux, l'Office du Niger est un exemple, il y a d'autres situations également. Ces ouvertures, en fait, ont été présentées d'abord comme indispensables pour passer au développement, sans qu'on définisse aussi de façon claire et nette qu'est-ce qu'on entend par développement et qu'est-ce que cela signifie pour l'ensemble national, mais aussi pour les ensembles régionaux. Et cette ouverture des terres aux investissements privés a conduit à cette double dépossession, puisque pas seulement les investissements étrangers, mais une grande partie des investissements privés nationaux qui viennent des capitales s'accaparent des centaines, voire des milliers d'hectares, en fait, sont retirés des paysans, investis pour des projets de développement agricole de type agro-business qui peinent à produire qui peinent à produire ces résultats et à satisfaire les besoins nationaux, mais surtout qui mettent encore à la marge ceux qui au moins travaillaient sur ces terres. Alors, d'abord, exclusion des lignes de chefferie, des légitimités, et ensuite, exclusion des ressources elles-mêmes. Et établissement des formes de rente, donc des niveaux de dépendance qui opèrent via, comme je disais, dans certains cas, via les administrateurs locaux qui, par exemple, n'hésitent pas du tout à sanctionner un berger, à sanctionner un paysan ou une femme qui, au retour de son champ, ayant du bois sec sur son fagot, est souvent sanctionné d'avoir contribué à telle ou telle chose. Et puis, une fois que les affaires sont portées devant les juridictions, celles-ci entretiennent aussi une forme d'étirement. Donc, plus les affaires restent à la justice, mieux c'est, puisque ça permet de capitaliser sur des ressources. Donc, pour résumer, je finirai par un certain nombre de questions qui est d'abord de se demander, est-ce que ce dont on parle dans cette salle aujourd'hui en termes de démocratie, est-ce que nous tenons en compte tous ces facteurs qui ne sont pas nécessairement visibles à partir de Bamako et qui restent tout de même centrales dans la manière de penser puisque les sociétés rurales constituent quand même une part importante de nos sociétés. Et ensuite, une autre question, c'est de savoir est-ce que nos rapports au monde rural vont rester instrumentaux, donc les rapports instrumentaux dans le sens de faire recours à ces milieux-là juste au moment des élections et ensuite se repartir. Et là aussi, on a eu des exemples ce matin. Ou plutôt, nous avons besoin de repenser les légitimités. Et repenser les légitimités dans ce cas-là, de voir
dans ses diverses formes, en quoi on peut aspirer vers des sociétés beaucoup plus inclusives d'une certaine façon, mais en même temps qui ne pensent pas non plus le Mali comme si cela était un ensemble homogène, standardisé. Et voilà, je pense que je m'arrêterai là. Ouais, merci beaucoup. Merci, docteur Koudjougou. Voilà.